Les aventuriers d'HubSpot by 1 minute 30 avec Gabriel Dabichouevel. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans un nouvel épisode des aventuriers d'HubSpot, le podcast qui vous amène dans un voyage passionnant à la découverte du monde du CRM. Je suis Gabriel Dabichouevel, votre guide pour cette aventure et fondateur d'1 minute 30, partenaire HubSpot des entreprises ambitieuses. Notre mission est simple, vous permettre d'accélérer votre croissance client et avoir plus de leads, plus de ventes, plus de satisfaction et plus de reventes. Aujourd'hui, on va vraiment parler du service client et de l'utilisation de l'IA, et en particulier l'IA générative dans le service client, avec Rémi Poulet, mon associé. Comment vas-tu, Rémi ? Salut Gabriel, ça va très bien et toi ? Ouais, super. On va partir un peu de ton expérience, mais aussi des premiers déploiements de l'IA dans le service client. C'est vrai que ça a été l'un des premiers postes sur lequel l'IA a été déployée. Chez HubSpot, c'est le cas d'usage des agents Breeze le plus déployé à plus de 34% des utilisateurs qui ont accès, qui l'ont déployé. On a entendu aussi dans la presse Klarna qui avait beaucoup communiqué sur le fait de remplacer, je crois, jusqu'à 700 postes de son service client avec de l'IA et qui aujourd'hui fait marche arrière et qui réembauche parce que le service client et la satisfaction client s'est dégradée suite à la mise en place de l'IA. L'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA, quelles sont les bonnes pratiques et quels sont les risques qui risquent de dégrader d'ailleurs la satisfaction client, comme ça a été le cas chez Klarna. En fait, le premier constat, c'est que le côté support client, ça fait des décennies que un support client fonctionne toujours de la même façon, plus ou moins une base de connaissances qui est le premier niveau de réponse. Et puis après, un vrai traitement humain quand on arrive dans des cas complexes. C'est-à-dire que depuis des décennies, on est toujours dans des règles où, suivant les secteurs, on sait que 25, 50, 80% des questions sont les mêmes et que tout l'enjeu est que le client n'aura pas le réflexe de lire les frequent asked questions ou la foire aux questions, mais qu'il aura plutôt tendance à faire appel au service client. Et donc là où l'IA apporte une vraie plus-value sur le papier, c'est de se dire, effectivement, l'IA, si elle est bien faite, eh bien, c'est 25, 50 ou 80% de réponses standardisées. Il devrait être à même d'assimiler les différentes formulations du client pour apporter la bonne réponse au bon moment. Ça, c'est la théorie. Pour autant, en fait, très rapidement, quand vous avez fait l'expérience d'essayer différents services clients et différentes facs, très rapidement, le jeu que vous avez dans un serveur vocal interactif, vous savez, quand à la téléphonie, on vous dit si vous avez tel problème, appuyez sur 2, puis après, dictez votre problème, etc. En fait, l'enjeu va être de réussir à attraper quelqu'un et de discuter avec quelqu'un en termes d'expérience. Mon besoin, c'est que quelqu'un règle mon problème et j'ai l'intime conviction en tant que client, au bout d'un moment, que la machine ne va pas le résoudre de lui-même. Et en fait, toute la limite du modèle, c'est que l'IA, si elle traite trop longtemps ou elle ne trouve pas le bon seuil pour passer la main à l'humain, et elle arrive parfois dans des situations, elle va créer de la frustration, elle va créer en fait de la gêne client, elle va créer l'insatisfaction client, sans parler des cas où elle peut répondre à côté de la plaque. Et en fait, le client va juste comprendre qu'il est face à un robot et que le robot ne va pas le satisfaire. Et donc, la force et l'écueil de l'IA dans le support client, c'est de trouver la bonne limite en fait, de ce qu'elle doit faire, de ce qu'elle ne doit pas faire, de lui mettre des garde-fous, et qu'au-delà de ces garde-fous, ça va être repris par le client. Et c'est quoi quelles sont les techniques justement pour mettre ces bonnes limites? Il y a bien sûr lui donner accès à une base de connaissances pour qu'elle puisse répondre sur la base de cette base de connaissances. Comment déclencher ce seuil où, quand elle n'a pas la réponse, plutôt que de faire une réponse qu'elle hallucine ou qu'elle invente, elle ait ce réflexe de se dire faut que j'escalade. Alors, il y a deux critères. Déjà, en fait, il y a une vraie différence d'un canal à l'autre. C'est-à-dire, quand on est sur un support email ou quand on est sur un support chat ou WhatsApp par rapport à quand on est un support en téléphonie, l'expérience client n'est pas du tout la même. Déjà, en fait, il faut avoir conscience que seul le chat ou WhatsApp, conversation est quasiment en temps réel, permet de passer d'un monde à l'autre, c'est-à-dire du bot, entre guillemets, ou d'IA à l'humain, sans que le client s'en aperçoive. Donc,
Donc, tous les autres canaux, le client a juste envie de trouver le bon circuit pour s'en sortir et de parler avec quelqu'un. Donc, c'est aussi quelque chose de fondamental en termes de seuil, c'est que ce seuil est d'autant plus bas que le canal ne permet à l'utilisateur de percevoir là où il est face à l'humain versus percevoir quand est-ce qu'il est face à la machine. Et donc, sur un canal vocal, par exemple, si le seuil est pas très court et très faible, c'est-à-dire très très vite, on va générer la frustration client. Donc, sur d'autres canaux, en fait, c'est toujours la notion des règles des 20-80 ou des 60-40 ou des 25-75. C'est que par secteur, en fait, elle a un domaine de précaré dans lequel on sait que la réponse peut être pertinente. Dès qu'elle sort de ce domaine de précaré, donc dès qu'elle sort de cette limite d'assiette de réponse, on sait qu'il y a un risque réel qu'elle délire ou qu'elle donne la mauvaise réponse au mauvais moment. On peut se poser la question de est-ce qu'elle a bien qualifié le besoin client? Et là, il y a un autre sujet qui est de qualifier en fait le taux de pertinence de la qualification client. Et là, malheureusement, la plupart des outils qui sont présents sur le marché, dans Breeze, dans HubSpot, ne nous permet pas de donner un indice de confiance de la compréhension de l'IA par rapport aux besoins du client. Donc là, par contre, en fait, la seule façon de le percevoir, c'est se dire, OK, est-ce que les réponses qui semblent adéquates semblent être dans le dataset ou dans la liste des réponses qu'on pense trouver opportunes? Demain, sur d'autres IA, on a un taux de confiance sur la valeur et puis on a une notion de détection d'humeur qui est aussi un autre axe, qui est de dire, OK, mon taux de confiance est faible ou je sens que l'humeur de mon client est en train de se dégrader et que je commence à avoir une certaine insatisfaction de mon client, très vite, je dois pouvoir basculer dans un mode humain. Et là c'est toujours, en fait, ces trois paramètres qui est, est-ce que je pense d'avoir une chance d'avoir bien compris mon besoin? Est-ce que mon client reste satisfait? Est-ce que je suis à même de donner une réponse pertinente en tant qu'IA? Et si un de ces trois paramètres sort des jalons, c'est-à-dire je ne suis pas sûr que mon client ne soit pas en train de s'énerver, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce qu'il veut, ou la question qu'il me pose ne correspond pas à ce que j'ai en stock dans mon précaré, eh bien, très rapidement, je dois passer la main pour garder la satisfaction client. Et c'est vraiment ces trois enjeux-là qu'il faut prendre en compte quand on déploie ces seuils-là, quand on déploie cette logique de se dire, OK, je veux effectivement soulager mon service client qui me coûte cher. Je sais que mon service client est un poste de coût, que ce poste de coût, en fait, il est proportionnel au nombre de réponses que je vais traiter, que je peux avoir énormément de demandes, des centaines de milliers de demandes par mois à traiter. Donc, je veux au maximum faire que toutes les demandes automatiques soient répondues de manière automatique et que même si c'est quelque chose qui se fait en 3 clics et qui prend 15 secondes à un opérateur, c'est toujours 15 secondes fois des dizaines de milliers. Donc, ça me coûte cher. Donc, juste pour récapituler, tu dis deux choses. Tu dis déjà, il y a 3 critères qui permettent de gérer la bascule de l'IA à l'humain, qui est l'énervement du client, la compréhension de sa requête et le périmètre de la réponse qui fait partie des choses sur lesquelles l'IA peut répondre ou pas. Et tu dis aussi que la nature du canal est importante parce qu'un canal, on va dire écrit, que ce soit de l'email, du WhatsApp ou du chat, temps réel, permet à l'humain de ne pas détecter qui est l'IA, qui est l'humain, donc de ne pas le mettre dans un mood où il cherche absolument à contacter l'humain pour bypasser l'IA. Typiquement, comment on fait pour orienter plus de gens sur ces canaux chat, texte en réel, plutôt que de se retrouver dans les réflexes de téléphonie où, par nature, les SVI ou même des IA vocales vont être déceptives et conduire à vouloir chercher l'humain indépendamment de prendre les réponses données par ces SVI ou ces IA vocales. En fait, ça va être très dépendant du secteur. D'un secteur à l'autre, les réponses ne vont pas du tout être les mêmes. Il y a des secteurs dans lesquels le client a besoin de parler à un humain pour être rassuré pour passer commande d'un montant élevé.
Et donc, il y a une notion de vraie confiance dans la discussion humaine vocale. Et c'est un critère, on sait par exemple dans le travel, qu'il y a encore énormément la culture de la conversion par l'appel téléphonique. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de quelqu'un qui les rappelle, qui les rassure, à qui ils peuvent se sentir libres de poser toutes les questions pour convertir. Et ça, rien à faire, c'est-à-dire qu'on aura beau faire tout ce que l'on veut, passer par le chat et autres ne sera pas une bonne solution en B2C parce qu'ils ont besoin, en plus de cette petite note supplémentaire qui est d'entendre quelqu'un. Pour autant, quand on rentre dans d'autres secteurs, et ils sont nombreux, en fait, la discussion, en fait, plus la cible est jeune, plus les jeunes sont habitués à chatter plutôt qu'à échanger faire des appels téléphoniques. Et même on arrive à un deuxième niveau dans le support client, c'est de pouvoir laisser des vocaux. C'est-à-dire de pouvoir laisser un message vocal, en fait, directement, et pour dicter exactement comme beaucoup de personnes plutôt jeunes vont aller sur Instagram laisser des vocaux plutôt que de laisser des textes, ou envoyer un vocal sur WhatsApp plutôt que de laisser un texte. Eh bien, ce réflexe-là, donc cette culture-là du canal, en fait, asynchrone, moins perturbateur, dans lequel on peut le travailler directement depuis son poste sans avoir des problématiques de téléphone, alors je suis en train de faire autre chose, et quelque chose qui est un canal qui favorise le soutien ou le support en étant non interruptif. C'est-à-dire, je peux faire autre chose en même temps plutôt que d'attendre. Donc, il y a un vrai équilibre à trouver pour amener le client vers le chat quand le chat est la bonne réponse. Le chat, le premier réflexe, c'est qu'il doit être quasiment présent partout, il doit être instantané. C'est-à-dire que la notion du chat, très très vite, quand on a des latences de 15 secondes, 30 secondes, en fait, si on n'est pas capable de communiquer le délai d'attente, eh bien, on a l'impression que la personne va abandonner le chat. Et ça, c'est fondamental à comprendre, c'est que ce que l'on fait en téléphonie, quand on n'a pas le délai d'attente et qu'on est à écouter une petite musique pour attendre qu'un opérateur nous réponde, il n'y a pas plus énervant que ça. Mais on veut bien notre réponse. Si j'ai le choix entre un chat qui ne répond pas et un appel où j'ai ma petite musique, finalement, je vais finir par choisir ma petite musique. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que je vais avoir un gain de cause quoi qu'il arrive, alors que sur le chat, je ne vais pas l'avoir. Donc, l'instantanéité de la réponse sur le chat va être fondamentale pour favoriser le chat. Alors, elle est facile quand c'est une IA, elle est beaucoup moins facile quand c'est un humain qui, en plus, doit taper avec ses petits doigts ou là, avec des réponses pré-remplies. Mais si on arrive à l'humain, c'est que les réponses sont plus pré-remplies. Oui, mais c'est là où on arrive aussi à retrouver dans le chat les usages qu'on a dans la téléphonie, c'est-à-dire de dire dans le chat délai estimatif de réponse, de temps où la personne commence par dire veuillez patienter, je traite votre dossier quelques minutes s'il vous plaît. Vous veuillez patienter 1 à 2 minutes. Ça, c'est très facile à automatiser par l'IA aussi, en fonction du nombre de tickets, nombre de traitements en cours par l'opérateur. Et là encore, c'est toujours la notion d'expérience et de satisfaction client. Une fois qu'il est intimement convaincu qu'il est face à un humain, une fois qu'il est intimement convaincu que cet humain lui donne la transparence par rapport au délai de traitement et qu'il n'est pas dans un truc où le mec va le laisser mariner pendant 30 minutes. Et qu'en plus, il sait qu'en face, la personne est réellement en train de traiter son dossier, je dirais, le jeu est joué et le gain est effectif. Quand au contraire, on tombe sur la musique d'attente ou interminable, on n'a pas de visibilité sur le délai, ou un chat dans lequel on n'a pas de réponse et on peut rester 1/2 heure, et c'est arrivé à tout le monde, de rester 1/2 heure à attendre une réponse qui ne vient jamais d'un chat alors qu'on a eu un opérateur qui dit « je traite votre demande », eh bien ça, c'est en fait directement, je dirais, l'abandon définitif du chat, et la personne va absolument se battre pour trouver une solution dans laquelle il va être garanti d'avoir une réponse à la fin. Alors, comment on implémente ces bonnes pratiques dans le chat d'HubSpot, le Breeze Service? Oui, en toute sincérité, tout n'est pas encore implémentable aujourd'hui, malheureusement. Pour autant, en fait, on peut quand même enrichir le chat de Breeze et le chat d'HubSpot, notamment par la première partie qui est, je dirais, l'automatisation et d'avoir un dataset, c'est-à-dire un set de données qui est relativement restreint dans Breeze, qui nous garantit de le cantonner aux réponses qui sont en fait dans le périmètre de ce que l'on ne veut pas faire traiter par l'humain. Et ça, c'est fondamental. Deuxième étape, c'est qu'on est capable aussi
par opérateur de connaître combien il a de traitements en cours. Donc, on peut automatiser aussi la notion de donner de la visibilité au client sur le délai d'attente et le délai de traitement. Troisième étape, c'est que on n'aura pas de mood detection aujourd'hui à travers de Breeze, mais ça viendra rapidement. Mais troisième étape, on est capable d'avoir des jalons, en fait, dans lesquels on s'interdit d'avoir un délai d'attente au-delà de, c'est-à-dire, en fait, on base toujours un SLA d'un support client sur le délai de résolution. Mais on oublie que la satisfaction client, elle est aussi dans le délai, en fait, de non-attente, c'est-à-dire le fait qu'on l'informe régulièrement, toutes les 15 secondes, toutes les 30 secondes. Veuillez ne pas quitter, on traite votre demande d'une manière diverse ou variée, peu importe, mais de donner l'impression et le sentiment à l'utilisateur qu'il n'est pas juste sur une voie de garage. Et tout ça, ça s'implémente dans le chat d'HubSpot. On n'a pas toutes les réponses aujourd'hui dans le chat, et je pense que la majorité des IA et des chats bots aujourd'hui sur le marché n'ont pas toutes ces réponses, mais on sent qu'on mature. Et au fur et à mesure du temps, on va pouvoir enrichir par les autres éléments. Super. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Rémi, sur ce sujet de l'IA au service client? En fait, on voit toujours le support client comme un vecteur d'assistance du client. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de secteurs dans lesquels les meilleurs vendeurs sont les gens du support client. Et on le sait, notamment dans des politiques anti-churn sur certains clients. Quand on a un client mécontent, on essaie de le rembarquer sur une autre offre. Quand on a un client qui est en train de résilier, on lui fait d'autres propositions au fur et à mesure. Et donc, il faut bien penser que dans la perception de valeur du support, il n'y a pas que la perception de « je résous des problèmes », mais il y a au-delà de l'axe « je n'insatisfais pas mon client » et j'évite de le froisser. Il y a un axe aussi où on est tous vendeurs et les opérateurs sont des vendeurs, y compris sur les appels ou les demandes entrantes. Et ça, en fait, c'est l'étape ultime, globalement, où un jour, peut-être, l'IA sera capable de le faire. Aujourd'hui, c'est l'humain. Et donc, de garder dans les X% que l'on va traiter avec l'humain, ceux pour lesquels on veut aussi faire l'upsell, est une bonne stratégie. C'est-à-dire que même un client qui n'a pas un vrai problème, mais qui a une opportunité commerciale, est un client potentiellement qu'il vaut mieux traiter par l'humain que traiter par de l'IA. Sur cette conclusion, je te remercie. Cet épisode des Aventuriers d'HubSpot est terminé. J'espère que vous avez beaucoup appris avec Rémi. Si, comme nous, vous pensez que le CRM est une aventure et qu'il faut être bien accompagné, contactez-moi chez 1 minute 30. Mais avant de partir, n'oubliez pas que l'expérience est meilleure lorsqu'elle est partagée. Alors, après l'épisode, relayez vos découvertes avec d'autres aventuriers et n'hésitez pas à liker, à partager et à laisser un commentaire sur la plateforme où vous consultez ce podcast. Merci à toi. Salut.